dénonçant le sous-financement énorme des opérations d'aide en RDC, l'ONU a annoncé vendredi dernier que plus de 12 000 personnes fuyant les violences en République démocratique du Congo se sont réfugiées en Zambie depuis janvier. La Zambie accueille plus de 65 000 réfugiés, dont 33 000 originaires de la RDC, selon des chiffres de l'ONU. Cependant, le pays hôte est bien freiné dans son élan de générosité. Malgré la bonne volonté de mon gouvernement et de notre peuple qui ont accueilli les réfugiés et leurs communautés, l'accueil des réfugiés se heurte à de sérieuses contraintes en termes de prestations de services à la nouvelle communauté. C'est pour cette raison que j'ai décidé de venir ici personnellement et faire une déclaration pour lancer un appel à tous les donateurs, à la communauté internationale et à tous les acteurs humanitaires afin qu'ils redoublent d'efforts et prennent des mesures dès maintenant pour empêcher que la situation actuelle ne dégénère en crise humanitaire. Un appel que soutient l'ONU également, qui ajoute avoir besoin de l'investissement des secteurs publics et privés pour combler le vide. 4,1 millions de Congolais sont déplacés au sein de la RDC. Environ 80% de ces nouveaux réfugiés sont des femmes et des enfants. Ils ont été poussés à fuir par l'extrême brutalité des milices avec des rapports faisant état de massacres de civils, de viols, de pillages et de maisons brûlées. En tant que réfugiés, nous avons beaucoup à dire au président de la Zambie. Nous voudrions remercier le président Edgar Chagwa Lungu de nous accueillir en Zambie et de préserver nos vies dans ce pays. L'immense région orientale de la RDC est depuis longtemps le théâtre de violences, mais les combats entre soldats gouvernementaux et miliciens ainsi que des accrochages interethniques ont nettement augmenté cette année. Placée sous le signe de la fierté africaine, la 11e édition des rencontres de Bamako s'est ouverte ce samedi au Musée national de Bamako en présence de nombreux photographes du continent. Cette année, la Biennale africaine de la photographie s'intitule Afrotopia, en écho au livre de l'auteur sénégalais Felwine Sarr. J'ai choisi un titre qui est un manifeste plutôt, un manifeste de transformation de cette Afrique dont nous faisons l'expérience et que nous vivons actuellement, et d'une Afrique qui est fière d'elle-même, qui lève la tête et qui réalise que les outils sont sur le continent et que ce continent a quelque chose à dire au monde. Marianne Yemsi, diplômée en sciences politiques et fondatrice d'Agents Créatifs, un atelier de conseil en art contemporain, a par ailleurs expliqué lors de la cérémonie d'ouverture qu'elle a intitulé Afrotopia en référence à l'essai publié en 2016 par l'intellectuel sénégalais Felwine Sarr pour exalter la créativité du continent, appelé à inventer lui-même son avenir. Et l'Afrotopia, c'est ça, c'est créer nos espaces, créer nos lieux d'échange. Et l'idée du studio, c'est d'amener les gens à retrouver une posture royale. Et la consigne que je donne dans mon travail, c'est chin up, ça veut dire tenir tête. Lève le menton, mais aussi tenir tête. Et c'est en ça où la démarche d'Afrotopia, c'est hyper important qu'on prenne notre place. Bamako accueille tous les 2 ans, depuis 1994, la plus célèbre manifestation photographique d'Afrique. Pour cette édition, des prix seront décernés cette semaine au cours de la fête de la photographie qui se déroulera dans plusieurs endroits de la capitale malienne. Après les ravages de l'épidémie d'Ebola et la chute des cours des matières premières, l'économie du Libéria, l'un des pays les plus pauvres du monde, subit le contre-coup de l'imbroglio juridico-électoral. Les commerçants de Monrovia, la capitale, qui voient leur clientèle les fuir dans l'attente de jours meilleurs, espèrent que la décision de la Cour suprême de tenir ou non un second tour pour les élections nationales leur apportera un peu de soulagement. Nous sommes allés aux élections, nous nous attendions à un second tour et à la place, ils sont allés devant les tribunaux. Ils pensaient que c'était pour notre bien, mais ça ne l'était pas. C'était seulement pour le leur. Parce que s'ils nous aiment en tant que Libériens, ils comprendraient ce que cela signifie de venir au marché pour ne même pas trouver de quoi nourrir son enfant. Ils nous font souffrir. Cette semaine, la haute juridiction doit statuer sur les recours de candidats arrivés derrière le sénateur et ex-star du foot Georges Weah au premier tour de l'élection présidentielle le 10 octobre. Il réclame l'annulation des résultats.
Le second tour, prévu le 7 novembre entre George Weah et le vice-président Joseph Boakai, a été reporté sine die par la Cour suprême qui avait enjoint à la Commission électorale nationale d'examiner d'abord le recours du candidat arrivé troisième avec 9,6% des voix, Charles Brumskine, auquel s'est joint M. Boakai. When elections are time is coming about, lorsqu'il y a des élections, ceux qui ont l'intention d'investir veulent savoir à qui dans le monde ils auront affaire. Ils veulent savoir si cette personne n'a pas l'intention de mettre en place une politique qui entraverait leur investissement ou même en défaire une partie. Et par conséquent, ils jouent la prudence et attendent. Parce qu'ils attendent cet investissement qui pourrait être mis dans l'économie et qui aiderait à la maintenir stable et opérationnelle et qui maintiendrait la stabilité de la croissance du PIB, ils n'arrivent pas. Et donc, les choses commencent à chuter. L'imbroglio juridico-électoral fait peser des incertitudes sur la première transition démocratique depuis 3 générations dans ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, comptant 4,7 millions d'habitants, ravagés de 1989 à 2003 par l'une des plus atroces guerres civiles du continent qui a fait quelques 250 000 morts. Si la Cour suprême fait droit au recours, la Commission électorale devra organiser une nouvelle élection dans un délai de 60 jours. A contrario, si elle le rejette, un second tour devra se tenir nécessairement un mardi, selon la Constitution.